Voilà, donc merci de participer à ce cycle de conférences et donc merci à vous. Présenter le double diplôme licence humanité, DU culture, langue et rhétorique de l'université Paris-Nanterre. Donc, je vous propose de vous présenter puis de commencer la présentation. Bien sûr. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis Pauline Duchesne, je suis maîtresse de conférences en langue et littérature latine à l'université Paris-Nanterre. Et donc, je vais vous présenter le double diplôme licence humanité et DU culture, langue et rhétorique. Je vais vous expliquer tout de suite ce que c'est que ça. Et donc, je lance la présentation. Alors, à quoi est-ce que ça correspond ce double diplôme? Donc, nous sommes côté licence, ce qui veut dire que c'est une formation qui a lieu à l'université. Vous le voyez écrit en dessous ici. C'est une formation quand même qui ressemble beaucoup aux formations de classe préparatoire aux grandes écoles. Par divers aspects. Alors, tout d'abord, c'est une formation qui est pluridisciplinaire. Donc, vous n'étudierez pas que de la littérature, que de l'histoire, que de la philosophie, par exemple. Vous étudierez ces 3 matières et d'autres. C'est une formation qui est exigeante. Le volume horaire est d'à peu près 30-35 heures par semaine. Donc, c'est à peu près ce que vous faites au lycée. Mais du coup, voilà, vous avez beaucoup de cours et vous avez beaucoup de travail aussi à fournir. C'est une formation qui a lieu en groupe réduit. On a quelques cours en amphithéâtre, mais globalement, on préfère le format TD, c'est-à-dire avec des groupes d'étudiants qui sont limités à 30. Et ce sont des groupes d'étudiants où vous suivez, en fait. Donc, vous avez le même groupe qui suit les mêmes cours, ce qui vous permet d'avoir une ambiance de classe aussi. Et puis, c'est une formation qui a de très larges débouchés, je vais les évoquer un peu plus tard, comme une CPGE. Ceci dit, nous ne sommes pas non plus une CPGE, d'abord parce que c'est une formation en 3 ans et pas en 2. C'est une formation où vous n'avez pas de concours à la fin de ces 3 années, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de compétition entre les étudiants, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de stress non plus lié aux résultats du concours, etc. Et puis, c'est aussi une formation qui est beaucoup plus souple qu'une formation de CPGE et qui vous permet de multiplier les expériences. Vous pourrez partir à l'étranger, je vais en parler aussi. Vous pourrez faire des stages si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais vous pourrez. Vous pourrez aussi développer des projets personnels. Oui, et puis l'autre avantage d'une formation à l'université, c'est que vous êtes en lien avec la recherche qui est en train de se faire. Et donc, du coup, les connaissances qui vous sont transmises sont des connaissances qui sont vraiment à la pointe de la recherche. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que ce double diplôme? Tout d'abord, c'est une licence, donc pluridisciplinaire, qui est unique en son genre. Vous ne la trouverez pas ailleurs en France. Il y a d'autres licences humanités qui existent en France, mais elles ne sont pas exactement comme la licence humanité. Par exemple, à Bordeaux, vous avez une licence où vous faites des sciences, on garde la pluridisciplinarité. À Caen, il y a une composante informatique, si je me souviens bien, qui est assez forte. Mais une licence comme celle de Nanterre, vous ne la trouverez nulle part ailleurs. Elle est déclinée en 4 parcours que je détaillerai un peu plus tard. Et ces 4 parcours, donc à chaque semestre, comprennent des cours qu'on appelle les fondamentaux humanités, donc des cours de lettres, d'histoire et de philosophie. Donc à chaque fois, vous en aurez un de chaque. Des cours spécifiques à chaque parcours. C'est pareil, je les détaillerai, mais par exemple, vous pouvez avoir en fonction du parcours des cours d'information communication, des cours d'histoire de l'art, des cours de cinéma, des cours de droit. Et puis en L3, vous avez une spécialisation. Un cours de langue vivante par niveau, c'est-à-dire qu'en début d'année, on vous fait passer un test et ensuite, vous allez dans le groupe qui correspond à votre niveau de langue. Le but, c'est de vous permettre soit de progresser, si vous continuez une langue que vous avez déjà faite avant, soit de commencer une nouvelle langue. Et à Paris-Nanterre, on a une large offre de langues. Donc, les langues classiques, on va dire, anglais, espagnol, allemand, italien, portugais. Et puis, vous pouvez aussi faire du russe, de l'arabe et du chinois. Vous aurez aussi des cours pour vous aider à maîtriser les bases du travail universitaire parce que c'est pas toujours évident quand on arrive à l'université, donc pour vous organiser, pour vérifier vos connaissances en langue française, par exemple, etc. Des cours aussi pour vous aider à préparer votre projet professionnel puisque on prévoit aussi, on vous aide aussi à préparer l'après-licence. Et puis, à partir de la L2, vous pourrez également valoriser des projets individuels ou collectifs. Alors, ça peut être très vaste. On a des étudiants qui font des podcasts, on en a qui font des expositions, on en a qui écrivent des séries d'articles sur des sujets très variés.
On a eu des romans photos aussi. Si vous avez une activité associative, par exemple, vous pourrez la valoriser. Si vous avez un travail étudiant, je ne sais pas, vous travaillez dans un EHPAD ou vous travaillez dans une administration, à ce moment-là, on vous permet aussi de valoriser ça. On trouve que c'est important. Vous pourrez aussi faire des stages. Et puis, si vous êtes intéressé par l'enseignement, on a aussi à partir de la L2 des cours qui vous préparent à ça et des cours qui ne vous obligent pas ensuite à continuer hein, dans les master maîtres qui vous préparent au concours de l'enseignement. Mais disons, si ça vous intéresse, vous pouvez déjà commencer à voir comment ça se passe. Donc, cette licence, donc à 180 crédits comme toutes les licences de France et d'Europe. Et puis, en plus, vous avez un DU, c'est-à-dire un diplôme d'université, qui est une formation qu'on ne trouve que dans les universités qui les proposent. Donc, en l'occurrence, ce DU n'existe qu'à Paris-Nanterre et il vous permet d'avoir, en plus des 180 crédits de la licence normale, 36 crédits sur 3 ans. Ce DU est obligatoire. Donc, vous ne pouvez pas suivre ce DU sans la licence et vous ne pouvez pas suivre la licence sur le DU. Et sur Parcoursup, les deux sont vraiment associés. Ce DU vous permet de suivre, en plus des cours de la licence, donc un second cours de langue vivante, qui cette fois-ci est un cours pour spécialistes. Pour spécialistes, ça veut dire que c'est un cours qui est pris dans les licences d'anglais, d'allemand, d'espagnol et d'italien. D'accord? Donc, vous suivez les mêmes cours que vos camarades qui choisiront de faire une licence d'anglais, espagnol, allemand et italien. C'est un cours soit de littérature, soit de civilisation. Le but, c'est de vous permettre de parfaire votre maîtrise d'une langue que vous avez déjà commencé. Donc, il faudra choisir la langue où vous êtes le ou la meilleure, soit dans une autre langue que celle que vous aurez choisie dans le cadre de la licence. Donc, par exemple, vous pouvez décider d'avoir 2 cours d'anglais, un cours d'anglais par niveau et un cours d'anglais spécialiste dans le DU. Ou vous pourrez choisir, par exemple, vous êtes très fort en espagnol, mais vous voulez étudier aussi une autre langue. Et donc, du coup, vous choisissez espagnol donc pour le cours pour spécialiste. Et puis, vous prenez, je ne sais pas, l'allemand parce que vous avez envie de faire de l'allemand aussi. Et donc, vous choisissez commencer l'allemand dans le cadre de la licence. Donc, ça vous permet de choisir, si vous le voulez, de suivre aussi une deuxième langue vivante. Vous avez aussi en L1 et L2 un cours de langue ancienne obligatoire, donc soit latin, soit grec ancien. On a 3 niveaux possibles, on vous laisse choisir votre niveau. Ce qui veut dire que si vous faites du latin ou du grec ancien jusqu'au bac, mais que vous ne vous sentez pas à l'aise et que vous voulez prendre le niveau 2, pas le niveau 3, ou vous en avez fait seulement au collège et vous vous en souvenez plus du tout et vous voulez reprendre de zéro, donc grand débutant d'ailleurs et pas grand débutant, c'est super. Donc, ces 3 niveaux sont possibles et on vous laisse choisir. On vous dira, voilà, vous risquez de vous ennuyer si vous en avez fait jusqu'au bac, mais disons, c'est vous qui choisissez. Et puis, si vous vous rendez compte que vous êtes trompé de niveau, que vous vous ennuyez ou qu'au contraire, c'est trop dur, dans les premières semaines, il n'y a pas de problème, on peut changer de niveau, ça ne pose pas de souci. En L3, vous pouvez librement choisir soit de continuer, soit de prendre un cours de culture antique qui est au premier semestre un cours de mythologie gréco-romaine et puis au second semestre, c'est un cours sur les représentations modernes de l'Antiquité. Et puis, dans le cadre de ce DU-là, vous suivez aussi 2 cours de rhétorique, qui est une spécialité de Paris-Nanterre. On est vraiment à la pointe de ça, aussi bien en recherche que pour ce qui est application. Et c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les retours qu'on a de nos anciens étudiants. Un gros atout que vous avez quand vous sortez de cette licence, de ce double diplôme, c'est que vous êtes parfaitement capable de vous exprimer, d'argumenter, de présenter vos idées, de vous adapter à votre public aussi, aux circonstances, etc. Pauline, Donc, c'est vraiment très bien. Oui, excusez-moi, en fait, vous voyez pas? non, si on voit, mais le diaporama n'est pas parti de notre côté. Ah mince, zut. Alors, attendez, je vais le sortir de là, à ce moment-là. Toc, je vais sortir. Est-ce que vous le voyez quand je ne suis pas en présentation? Là, on voit, en fait, mais on est toujours que sur la slide 1. Ah, c'est bizarre. Comment se fait-il? Je vais relancer à ce moment-là. J'arrête le partage. Top. Donc là, normalement, vous ne le voyez plus. Non, Qu'est-ce on que te c'est ce voit. truc? Hop. Et là, moi, c'est blanc. C'est très bizarre. J'arrive plus à… Bon, alors, attendez. Ah, puis même sur Firefox, je crois que ça bug complètement. Alors, je vais fermer
LibreOffice. Est-ce que vous le voyez? Ah, j'ai résolu le truc. Je vais le relancer. Là, on ne le voit pas. Est-ce que tu partages ta présentation? Non, pas encore. Je vais le refaire en fait. Là, j'ai arrêté ça. Hop. Et puis, je ne le mettrai pas en… Là, vous le voyez? Là, on le voit, mais on est toujours sur le slide 1. Ouais, c'est normal. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Et C'est bon, ça a changé. est-ce que tu peux te mettre en grand écran, en fait, sur le slide? C'est-à-dire, c'est quand je l'ai mis en grand écran que ça marche. Ça n'a pas fonctionné. D'arrêter ça. Là, vous le voyez mieux, je pense, non? Là, on le voit très bien, ouais. Ouais, super. On va rester comme ça. Je pense que c'est de le mettre en présentation qui a dû faire bugger. Donc là c'est parfait. Vous voyez bien, c'est bon? Ouais. Super, parfait, merci. Bon, d'accord, super. Donc, la licence, les fondamentaux, des cours spécifiques, un cours de langue par niveau, des cours pour le projet professionnel et puis à partir de la L2, des projets individuels ou collectifs. Et puis ensuite, donc le DU, un second cours de langue vivante spécialiste, un cours de langue ancienne ou un cours de culture antique en L3 et puis 2 cours de rhétorique. Hop, et donc je continue comme ça. Donc l'avantage de la licence, c'est que vous pouvez aussi étudier à l'étranger. En L3, vous pouvez partir soit 1 ou 2 semestres, pas en L2 parce que ça se prépare l'année d'avant et quand vous arrivez en L1, vous avez déjà beaucoup de choses à gérer. Donc, on ne vous fait pas partir en L2. On préfère vous faire partir en L3, soit 1 ou 2 semestres. On a beaucoup de nos étudiants et de nos étudiantes qui partent. Environ un tiers de notre promotion, c'est vraiment beaucoup. Par rapport aux autres licences, on est une des licences qui envoie le plus d'étudiants à l'étranger. C'est aussi pour ça que vous avez 2 cours de langue, en fait. Pour vraiment vous permettre, on sait que c'est important pour vous et donc du coup, pour vous permettre de bien préparer ça, on vous met 2 cours de langue. Alors, vous avez quelques exemples de destinations où elles sont parties. C'est ceux de 2019-2020, donc ceux de l'année dernière. Donc, il n'y a pas que ça. Si vous allez sur Paris Nanterre, on les voit. Vous y avez accès, même si vous n'êtes pas étudiant sur le site de l'université. Donc, Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Hongrie, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni. Alors là, on va voir comment ça se passe avec le Brexit. Je pense qu'on va faire des conventions bilatérales, puisqu'on a aussi des conventions avec d'autres, dans d'autres cadres qu'Erasmus. Et puis, hors Europe, donc on a des étudiants qui sont partis au Brésil, au Canada, en Colombie, aux États-Unis, Japon, Mexique. On a aussi des accords avec l'Argentine, avec le Chili. On a une étudiante qui était partie en Afrique du Sud une année. On en a une qui était partie au Sénégal. Je crois qu'elle était à la fac de Dakar. Donc voilà, vous pouvez vraiment partir très loin, ça ne pose pas de problème. Donc le fait que la licence humanité soit une formation unique, ça ne vous bloque pas non plus pour tout ce qui est Erasmus en fait. C'est très simple à gérer pour nous. Alors, les 4 parcours. Donc, parcours 1, humanité et sciences humaines. Attention à ne pas confondre avec la version à distance de la licence, qui est une licence simple. Donc, ce n'est pas un double diplôme, la version EAD, et c'est humanité, lettres et sciences humaines. C'est une version un peu simplifiée. Donc, le parcours 1, humanité et sciences humaines. Le parcours 2, humanité classique, art et patrimoine. Parcours 3, humanité et art du spectacle. Et parcours 4, humanité, droit, économie, gestion. Je vais tous vous les présenter les uns après les autres. Alors, le parcours 1, humanité et sciences humaines, qu'est-ce que vous avez comme cours spécifiques? Vous aurez des cours d'information et communication, des cours de sciences politiques donc il y en a aussi dans le parcours 4, humanité, droit, économie, gestion, mais ce ne sont pas les mêmes. Et vous aurez aussi des cours supplémentaires en histoire et en philosophie, plutôt axés sur des sujets contemporains. En L3, vous pourrez choisir comme spécialisation, donc des spécialisations qui correspondent aux fondamentaux humanités, lettres, histoire, philosophie, et puis des spécialisations plus professionnalisantes, journalisme, où il faudra faire au moins un stage à au moins l'un des 2 semestres. Métier du livre, si ce qui vous intéresse, ce sont les métiers de l'édition, de la librairie, de la bibliothèque aussi. Là, il faudra faire un stage aux 2 semestres. Et puis, langage et numérique, alors qui n'est pas une spécialisation qui vous apprend à programmer, même si vous aurez un cours qui vous présentera les bases de la programmation. En fait, c'est une spécialisation qui vous apprend à gérer tout ce que l'informatique permet d'avoir, donc les corpus, interpréter les résultats de données, etc. Ça, c'est des choses que les informaticiens ne savent pas faire et que, comme spécialiste de sciences humaines, en fait, vous savez faire. Du coup, voilà, c'est le type de métiers qui sont très recherchés par tous les géants de l'informatique de type Google, Microsoft, Apple, etc. Ils cherchent vraiment des profils, pour le coup, plutôt d'étudiants littéraires.
Alors, avec des exemples de poursuite d'études, comme on est une licence qui existe depuis 12 ans, les exemples que je vous donne ne sont pas des exemples dans l'absolu, ce sont des exemples concrets. Donc, des masters recherche en lettres, histoire, philosophie, information et communication, les masters MEF qui vous permettent de préparer les concours de l'enseignement primaire et secondaire, des masters professionnels en sciences politiques, métiers du livre, médiation culturelle, les masters humanité de Paris-Nanterre, donc humanité management, humanité industrie créative, humanité classique et humanité numérique, qui est un master sur l'Antiquité un peu amélioré avec des humanités numériques et la médiation culturelle, tout ce qui est école de journalisme aussi. C'est quelques exemples parmi d'autres. Sur Parcoursup, ce parcours-là, on vous propose 60 places. Donc, ça correspond à 2 groupes de télé. En résumé, c'est le parcours idéal. Alors, si vous êtes intéressé par le monde actuel et que vous voulez mieux le comprendre et ou agir sur lui, si vous hésitez entre plusieurs domaines d'études et vous voulez vous donner plus de temps pour choisir, on a des étudiants qui arrivent en première année puis qui se rendent compte que finalement, en fait, ils veulent étudier que de la philo. À ce moment-là, ils font une demande pour rentrer directement en L2 philo et ils rentrent en L2 philo sans aucun problème. Voilà, si vous voulez un peu plus de temps, que ce soit 1 an, 2 ans ou 3 ans, il n'y a aucun souci. C'est le meilleur parcours aussi si vous voulez avoir un très grand choix de poursuite d'études. C'est vraiment celui qui a le plus de débouchés par rapport aux autres. Le parcours 2, Humanité classique, art et patrimoine, c'est un parcours qui est centré sur l'Antiquité, mais qui est complet. C'est-à-dire que vous allez avoir comme cours spécifiques des cours d'histoire de l'art, d'archéologie, de littérature antique. Vous aurez un second cours de langue ancienne et vous pourrez vraiment faire latin et grec ancien si vous le voulez. C'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre que l'une des deux, si vous pouvez en faire qu'une. Y compris au niveau grand débutant. C'est-à-dire même si vous n'avez jamais étudié ces langues-là, c'est tout à fait possible de suivre ça. On a des cours qui vous font commencer de zéro, il n'y a vraiment pas de souci. Les spécialisations en L3, ce sont les mêmes que pour le parcours 1, Humanité Sciences Humaines, avec 2 spécialisations en plus, Histoire de l'art et archéologie, et Lettres classiques, si c'est vraiment la littérature antique qui vous intéresse. De même, les poursuites d'études sont les mêmes que pour le parcours 1. Vous en avez un peu en plus, par exemple des masters pro en conservation du patrimoine, et puis les masters recherche en histoire de l'art, en archéologie aussi. Pour ce parcours-là, on vous propose seulement 30 places sur Parcoursup. Donc, c'est le parcours idéal si vous voulez vous spécialiser sur l'Antiquité ou l'histoire de l'art, mais que vous ne voulez pas vous restreindre à un seul aspect de cette période-là, si c'est la période antique qui vous intéresse. Vous voulez aussi étudier l'histoire, l'archéologie, la philosophie, etc., tout ce qui est lié à cette période-là. C'est le parcours idéal si vous êtes passionné d'Antiquité, mais que vous voulez aussi étudier le reste, donc la littérature française, les langues étrangères, et ou d'autres périodes, l'art contemporain, l'histoire moderne aussi, par exemple. Donc, ce parcours-là vous permet de faire ça. C'est le parcours qui est idéal aussi si vous aimez l'Antiquité, mais que vous vous dites, OK, j'ai très envie d'étudier ça en licence, ça va m'apporter plein de choses, mais je ne suis pas sûre de vouloir continuer. Je ne veux pas risquer de m'enfermer là-dedans, par exemple, par rapport à une licence de lettres classiques. Là, voilà, ce parcours 2 vous permet aussi d'étudier ça pendant 3 ans, puis de faire autre chose. Pour vous donner une idée, on a une étudiante qui a suivi ce parcours et puis qui ensuite a fait un master de journalisme à Sciences Po Paris et qui travaille actuellement à Europe 1. D'accord. Donc, c'est pas parce que vous étudiez l'Antiquité qu'ensuite vous êtes obligé de ne faire que des choses en lien avec l'Antiquité. Vous pouvez aussi décider de faire toute autre chose. Le parcours 3, Humanité, art du spectacle. Alors, c'est un parcours dont les cours spécifiques sont des cours de cinéma et de théâtre. On n'a pas de département de musique à Paris-Nanterre. Mais vous pouvez suivre ce parcours-là aussi si c'est la musique qui vous intéresse. Mais les cours qu'on vous propose, c'est cinéma, théâtre. Attention, ce ne sont pas des cours de pratique cinématographique ou théâtrale. D'accord. Vous n'apprendrez pas à être acteur ou actrice. Vous n'apprendrez pas à monter un film ou à faire de la mise en scène. Hein. C'est plutôt des cours de théorie, d'analyse. Les spécialisations en L3 sont cinéma et théâtre. Et quelques exemples de poursuites d'études, donc des masters de recherche, évidemment, des masters pro métier du livre, cinéma audiovisuel. On a des étudiants qui ont intégré le NS Louis Lumière, si ça vous intéresse. École de journalisme, école de cinéma. Des masters plutôt sur les métiers autour des métiers du spectacle. Vous pouvez aussi avoir une pratique artistique à côté, d'accord, en double cursus. On a toujours des étudiants qui font ça. Nous, on essaie de trouver un moyen d'adapter votre emploi du temps, mais c'est tout à fait possible, y compris une pratique musicale.
En résumé, c'est le parcours idéal si vous êtes intéressé par le cinéma et ou le théâtre, mais que vous avez peur de vous fermer des portes en étudiant que ça, par exemple en faisant une licence d'art du spectacle, là, vous n'étudierez que ça. Donc, si vous craignez un peu au niveau des débouchés, il n'y a pas de souci avec nous. C'est le parcours idéal si ce qui vous attire, c'est pas nécessairement une pratique artistique, mais aussi tout ce qui existe autour, puisque les métiers du spectacle, c'est pas uniquement être acteur, metteur en scène ou réalisateur, hein. C'est aussi la communication, c'est aussi la gestion des structures culturelles, des financements, le journalisme culturel aussi. Et donc, du coup, ce parcours-là est vraiment idéal si c'est aussi ça qui vous intéresse. Et puis, c'est aussi un parcours idéal si vous aspirez à une carrière artistique, mais que vous voulez avoir un plan de secours ou de reconversion, parce que des fois, les choses ne fonctionnent pas ou pas tout de suite comme on le voudrait, ou parce que parfois, on a une pratique artistique et puis après, on en a marre, on veut faire autre chose. Et donc, ce parcours-là, cette licence-là, vous permet d'avoir cet appui pour l'après ou pour plus tard, ou en recours le temps que ça fonctionne. Et puis enfin, le parcours 4, humanité, droit, économie, gestion. Alors, c'est un parcours dont les cours spécifiques sont des cours donc, de droit civil. Attention, hein, vous ne faites qu'un seul domaine de droit. Si vous voulez voir tous les domaines du droit, il ne faut pas aller chez nous, il faut vraiment prendre une licence de droit. Pourquoi on a choisi de se concentrer sur un seul domaine? Parce que sinon, si vous voulez continuer en master, on ne vous prendra pas en fait parce qu'on considérera que vous n'aurez pas assez étudié. Donc, c'est des cours de droit civil. Des cours d'économie qui sont plutôt des cours d'économie généralistes. Donc, si vous êtes plutôt littéraire, vous inquiétez pas, il y a des maths, mais c'est pas des maths compliquées, il y en a pas beaucoup et on a des TD pour vous aider à faire ça. On a des étudiants qui viennent des filières L et qui réussissent parfaitement dans ce parcours-là, donc vous inquiétez pas. Des cours de gestion, des cours de sciences politiques qui ne sont pas les mêmes que ceux du parcours 1. Les spécialisations en L3, donc droit civil, management et puis sciences politiques. Donc, la spécialisation sciences politiques existe que dans le parcours 4, de même que la spécialisation journalisme existe que dans le parcours 1. D'accord? Ça ne veut pas dire que ça vous empêche ensuite de continuer en sciences politiques ou en journalisme. Disons, voilà, nous, on a fait ce choix-là de spécialisation. Et puis, comme exemple de poursuite d'études, donc des masters de droit, vraiment, hein, j'ai des exemples concrets d'étudiants de notre licence qui continuent en master de droit et qui réussissent en master de droit aussi bien, sinon mieux que les étudiants qui ont fait des licences de droit. D'accord? Donc, si vous postulez en master de droit pénal, on ne vous prendra pas parce que vous n'aurez pas fait de cours de droit pénal. Mais si vous postulez dans des masters de droit civil, je ne sais pas, droit des affaires, droit du patrimoine, par exemple, droit de la propriété intellectuelle, là, on vous prend sans aucun problème et vous réussissez parfaitement. Donc, marketing, éco-gestion, infocom, relations internationales, les écoles de commerce. Il y a un certain nombre de concours aussi, de passerelles qui vous permettent, même sans avoir fait de test préparatoire, de vous présenter au concours des écoles de commerce, en général avec des épreuves qui sont vraiment faites sur mesure. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et puis, voilà, l'école de journalisme aussi, humanité management. Pour ce parcours-là, vous avez 60 places, exactement comme pour le parcours 1. C'est un parcours qui est idéal si vous êtes intéressé par le droit, l'économie, gestion, la science politique, mais que ce sont des matières qui sont nouvelles pour vous et qui du coup vous effraient un peu parce que vous ne savez pas si elles vous plairont. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent chez les étudiants qui veulent faire du droit. C'est-à-dire, je choisis du droit, mais j'en ai jamais fait, donc je ne sais pas si ça va marcher. Là, pour le coup, ce parcours-là vous permet de tester ça. Et puis, même chose, de vous dire si c'est vraiment que le droit qui vous intéresse, et bien, à la fin de la L1, vous demandez à passer directement en licence de droit complète et il n'y a pas de souci. En général, on vous prend sans aucun problème si vous avez des notes correctes. C'est le parcours idéal aussi si vous êtes intéressé par ces matières-là, mais que vous ne voulez pas étudier que ça, parce que c'est quelque chose qui revient aussi. J'aime bien l'éco-gestion, mais n'étudier que ça, je crains de m'étouffer un tout petit peu. Et donc là, vous ne faites pas que ça, donc tant mieux. Et puis, c'est le parcours idéal aussi si les métiers de l'entreprise vous intéressent et que vous voulez travailler dans ce domaine avec un profil original. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi des retours de nos étudiants. Quand ils arrivent dans les masters et puis après sur le marché du travail, ils se distinguent vraiment par une manière originale de faire des liens, de penser, d'argumenter, de s'exprimer, de regarder les choses, de remettre les choses en perspective aussi. Nos étudiants n'ont aucun problème à trouver des stages. La Chambre de commerce des Hauts-de-Seine nous adore parce qu'on leur amène, on les met en contact avec des étudiants qui sont comment dire, autonomes, innovants, qui arrivent, qui proposent des choses, qui savent travailler, etc. Donc vraiment, qui arrivent avec quelque chose de nouveau et qui du coup fait qu'ils ont vraiment un avantage par rapport à ceux qui ont étudié que de la gestion, que du droit, que de l'économie, que de la science politique. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement précieux.
pour la suite. Donc, en résumé, c'est une formation qui est riche et variée, qui est unique en France et à l'étranger, mais qui ne vous limite pas à Paris-Nanterre, d'accord? Vous pouvez continuer vos études en dehors de Paris-Nanterre. Vous pouvez continuer vos études à l'étranger. Tous les ans, on a des étudiants qui partent à l'étranger, aussi après en master. C'est une formation qui est innovante et puis qui est adaptée aux enjeux contemporains. C'est une formation qui est adaptable à vos projets et à vos centres d'intérêt et puis qui a aussi, le grand avantage d'exister depuis plus de 10 ans, ce qui nous permet de savoir exactement où elle mène, en termes de poursuite d'études et de carrière professionnelle. On a un annuaire des anciens étudiants de la licence humanité qu'on met pas en ligne pour des questions de gestion des données personnelles, mais où on a, les noms des étudiants, on sait s'ils ont fait un stage, s'ils sont partis en Erasmus et puis ce qu'ils ont fait après en master, éventuellement ce qu'ils font ensuite, comme, projet, comme métier. Et puis souvent, ils et elles sont d'accord pour laisser leur mail, ce qui vous permet à vous, un, d'avoir des exemples concrets, deux, de pouvoir les contacter directement pour dire voilà, ce que tu fais m'intéresse, comment tu as fait, qu'est-ce que tu me conseillerais, etc. Ça, c'est l'avantage d'avoir une formation qui existe depuis un petit moment et qui n'a pas été créée il y a 2 ou 3 ans. Sur Parcoursup, pour nous trouver, nous sommes avec les doubles diplômes et pas avec les doubles licences. Attention, hein, et vous donc verrez bien, licence humanité, DU culture, langue et rhétorique. Comment est-ce qu'on va classer vos dossiers? Alors évidemment, le projet motivé, hein, ça je ne l'ai pas mis, mais c'est évident. Pour les spécialités que vous devez choisir en seconde, première, terminale. Comme on est une licence pluridisciplinaire, on est assez souple en fait. Donc globalement, si ça correspond plus ou moins aux matières de l'ancien bac général, ne vous inquiétez pas, ça fonctionne. Les 4 parcours sont ouverts à tout le monde, quelle que soit votre filière. Donc même si vous avez des spécialités très scientifiques ou très économiques, vous pouvez postuler sans aucun problème au parcours 2, donc classique art et patrimoine, ou au parcours 1, humanité sciences humaines. Si vous avez un profil très littéraire, vous pouvez sans aucun problème postuler au parcours 4, humanité, droit, économie, gestion, c'est pas un souci. Si vous n'avez jamais étudié le cinéma audiovisuel, vous pouvez aussi candidater au parcours 3, humanité, art du spectacle, c'est vraiment pas du tout rédhibitoire. Ce qu'on va regarder surtout, ce sont vos notes de première et terminale. On va regarder aussi vos notes de langue vivante. Alors, on a un cours avec par niveau, mais quand même, si vous avez vraiment du mal en langue vivante, vous allez avoir du mal après dans le cours pour spécialistes. D'accord? Donc, nous, on est attentifs à ça aussi. Je l'ai déjà dit, il n'est pas obligatoire d'avoir étudié une langue ancienne avant, y compris si vous postulez au parcours 2, humanité classique art et patrimoine. Ça, c'est pas un souci. Et puis donc, comme c'est un double diplôme, c'est une formation qui est sélective, mais dans la pratique, nous disons non aux dossiers qui sont vraiment hors sujet. 2 types. Si on voit dans votre projet motivé que ce qui vous intéresse, c'est l'humanitaire ou la psychologie ou la sociologie, on vous dira non parce que c'est pas du tout ce que vous allez étudier avec nous et on ne veut pas vous faire perdre votre temps, en fait. Donc voilà, si après vous avez des notes correctes et votre projet ou ce que vous avez envie d'étudier aussi, parce que vous n'avez peut-être pas tout de suite un projet professionnel, c'est normal. Si ça correspond à ce que nous proposons, on vous classe sans aucun problème. Il ne faut pas vraiment vous inquiéter pour ça. Donc là, je vais répondre à vos questions, mais pour plus tard, si ça vous vient après, parce que souvent les questions arrivent après. Donc nous avons un site web évidemment. On est bien référencé dans les moteurs de recherche. Donc, si vous tapez licence humanité Paris-Nanterre, vous arrivez chez nous, il n'y a pas de souci. On a même une vidéo explicative. Alors c'est pas moi, c'est ma collègue qui est en bas de la page, Véronique Merlier. On a une page Facebook que nous alimentons nous les enseignants, donc la direction de la licence. Et puis, il y a la page aussi de nos étudiants, les allumés, donc avec LHUM comme licence humanité, sur Facebook et sur Instagram. Ils répondent beaucoup à vos questions, etc. Parce que finalement, moi, je suis enseignante, je vous vends ma formation, mais le retour des étudiants est important aussi. Et donc, du coup, voilà, n'hésitez vraiment pas à leur poser toutes vos questions. Ils seront là pour vous répondre. Et puis, si vous voulez des questions plus personnelles, des cas particuliers, etc., n'hésitez pas à m'écrire. Donc, vous avez mes 2 adresses mail en bas de cette diapositive. Et puis, je vous donne l'adresse mail de Véronique Merlier-Spenel, qui est la présidente de la commission pédagogique. Donc, c'est elle qui va voir vos dossiers Parcoursup. C'est elle aussi qui gère quelque chose qui peut vous intéresser, c'est la question des relations avec les classes préparatoires. Si vous voulez vous inscrire en cumulatif chez nous, pour avoir l'équivalence d'une L1 à la fin de votre année
votre première année et d'une EL2 et d'une EL3 à la fin de votre première ou de votre deuxième CAM, si vous faites une deuxième année. C'est Véronique qui gère ça aussi. Et donc voilà, n'hésitez vraiment pas à lui écrire. Elle pourra répondre à toutes vos questions. Et donc d'ici là, voilà, je suis à votre disposition là maintenant pour répondre à toutes celles qui pourraient vous venir tout de suite. Et puis sinon, voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup pour ta présentation. Alors, moi, j'ai appris des choses sur effectivement, notamment, j'étais moins sur les parcours, notamment sur le parcours 4 en tant qu'enseignant de sciences économiques et sociales. Souvent, c'est un parcours que je connais un petit peu plus. Mais je remarque aussi que le parcours 1 peut être intéressant, notamment pour les élèves qui font SES et qui ont la spécialité histoire, géo, sciences politiques. Ça peut être très intéressant. Et puis, pour le parcours 4 aussi, ce que tu as évoqué, c'est-à-dire que si des élèves n'ont pas forcément gardé la spécialité maths en terminale, ce n'est pas forcément un problème. Alors, non, pas du tout. avant une ou deux questions des élèves, moi, ma première question, tu évoques effectivement 60 places à peu près par parcours. C'est 60, 30, 30 et 60 en fait. On a un peu moins de place dans le parcours 2 et le parcours 3. D'accord. Alors, sur le parcours 1 ou 4, sur 60 donc, candidats qui vont être retenus, combien de candidats à peu près vous avez? Enfin, quelles sont les demandes au global? Le nombre total de global, alors on classe des dossiers, je crois qu'on en reçoit aux alentours de 200 à peu près. Hein. On en reçoit vraiment beaucoup, mais on a aussi des étudiants des gens qui candidatent chez nous, mais qui candidatent aussi en classe préparatoire, ce qui veut dire que voilà, qui veulent avoir une formation aussi à côté au cas où ils ne seraient pas pris en classe préparatoire. Donc, on reçoit énormément de dossiers, mais dans la pratique, dans les premiers jours, le classement remonte très, très vite parce qu'on a des gens qui sont pris et qui, du coup, arrivent. Mais effectivement, on a beaucoup plus de demandes que de places. Ceci dit, en général, alors sauf dans le parcours 3, mais en général, toutes les personnes qui candidatent chez nous ont une place à la fin du processus de Parcoursup. Alors, est-ce que sur les unités, parce que tu parlais d'une question, est-ce que lorsque la licence s'effectue, donc on obtient sur les unités d'enseignement les fameux crédits, Oui. Est-ce qu'un élève, par exemple, qui serait en deuxième ou troisième année de parcours 4, s'il décide de quitter la licence, enfin ce double diplôme, pour aller plutôt, finalement, il veut aller faire une licence AES ou une licence gestion, je ne sais où, est-ce que c'est possible? Oui, c'est complètement possible, sachant que les cours qui sont suivis en licence humanité sont ce qu'on appelle des cours mutualisés, c'est-à-dire que ce sont des cours, par exemple, les cours d'économie-gestion, ce sont des cours de la licence d'économie-gestion, en fait. Ce qui permet à nos étudiants par exemple, de faire 2 ans chez nous et puis de décider de passer en économie-gestion. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Nos collègues d'économie-gestion les accueillent sans souci en L3. Parfois, il y a des licences qui ne sont pas des cours mutualisés, mais comme c'est des cours qui sont assez proches, du coup, ça leur permet de ne pas repasser tous les yeux, etc. Donc, nos crédits chez nous valent aussi dans les autres licences. Donc, oui, c'est tout à fait possible de suivre le parcours 4 et puis de décider de passer en sciences politiques, par exemple. Donc, c'est une procédure qui n'est pas la procédure Parcoursup. On a une procédure interne à Nanterre via e-candidat. Mais oui, c'est tout à fait possible et ces crédits sont tout à fait valables. Alors, une autre question, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler, même si tu l'as évoqué, en quoi consiste Erasmus ou Erasmus+, mais nous donner des exemples un peu d'échanges qui peuvent se faire en fonction des parcours, sur quelle année, sur quelle modalité d'organisation? Alors, les modalités d'organisation de Parcoursup, en fait, d'Erasmus, c'est en fait l'idée, c'est vous avez un programme d'études avant de partir. Et puis, vous choisissez des cours dans votre université d'accueil qui correspondent aux cours que vous auriez suivis à Nanterre, si vous étiez resté à Nanterre, en fait. Ce qui veut dire que, par exemple, je ne sais pas, vous partez à
Alors, on a des échanges avec Édimbourg. Donc, vous partez 1 an à Édimbourg. On a une étudiante de Parcours 4 qui a fait ça l'année dernière. Donc, elle est partie à Édimbourg. Vous suivez à Édimbourg des cours qui sont équivalents aux cours que vous auriez suivis. Donc, un cours de lettres, un cours d'histoire, un cours de philosophie, un cours de Parcours 4, un cours de droit, un cours de sciences politiques, un cours d'économie. En général, les cours de langue vivante, si vous avez pris anglais, vous êtes en Angleterre, donc on considère que c'est l'équivalent. Et puis ensuite, donc, vous suivez ces cours-là, vous les validez sur place, vous les validez, vous êtes à Édimbourg, vous les validez à Édimbourg. Et après, quand vous revenez en France, vous faites un seul semestre, vous revenez au début du semestre 2 et vous n'avez pas à repasser les examens des cours du SA à Nanterre. En fait, on considère que les cours que vous avez suivis à l'étranger sont équivalents aux cours que vous suivez, que vous auriez suivis chez nous si vous étiez resté là. Donc, ce n'est pas du tout une formation où après vous devez repasser vos examens, pas du tout. On considère que les examens que vous avez passés à l'étranger sont les équivalents des nôtres. C'est aussi pour ça que on ne vous laisse pas partir avant la L3, puisqu'il faut la L2 pour voir où vous voulez aller et pour définir le programme des cours que vous allez suivre. Sachant que parfois, voilà, une fois que vous êtes sur place, vous adaptez, il n'y a pas de souci, on voit, oui, c'est l'équivalent, d'accord, et ça passe. Donc, ce n'est pas du tout une suspension de vos études, en fait. C'est la continuation de vos études ailleurs, et Paris-Nanterre valide vos crédits, et quand vous revenez, que vous suiviez 1 ou 2 semestres, quand vous revenez, vous avez un diplôme de licence de Paris-Nanterre, sans passer, par exemple, par les rattrapages. Je ne sais pas si c'est assez clair, parce que souvent les étudiants se posent des questions là-dessus, effectivement. C'est bon. La lycéenne, elle semble, elle m'a fait comme ça, donc j'imagine qu'elle a, Ok, elle a parfait. compris. Alors, il y avait une question sur les bourses, parce que c'est vrai qu'ici, on a des élèves qui sont de nationalité française, mais aussi portugaise ou autre nationalité. Donc, effectivement, le système des bourses passe par ce qu'on appelle le DSE, le dossier social étudiant. Néanmoins, est-ce qu'il y a des bourses spécifiques à Paris-Nanterre qui sont attribuées ou non? On est dans un système classique de bourses universitaires en fonction du Non, DSE. on est dans un système, ouais, on est dans un système classique de bourse universitaire, sachant que comme c'est un double diplôme, alors comme boursier, on est exonéré, donc vous êtes exonéré de droits sur la licence, mais pas sur les DU, en fait. On a essayé d'avoir ça, mais l'administration n'a pas voulu. Et donc, il faut compter que pour le DU, il faut payer 113 € par an. Qui peuvent être tout à fait étalés sur 10 mois. Donc, vous payez 10, 12 € par mois. Mais voilà, il y a ces 113 € qui sont communs à tout le monde. Donc, même si vous êtes boursier, il faut compter qu'il faudra payer 113 €. Il n'y a pas de dispense pour ça. Alors, une autre question, est-ce que la majorité des étudiants habitent autour du campus ou habitent Paris et prennent le RER? Parce que on a peu d'élèves ici qui ont des connexions à Paris. Donc, souvent, c'est vrai que moi, je leur dis que c'est peut-être plus sympathique de vivre dans Paris et de prendre le RER. Est-ce que c'est le cas de la majorité de vos étudiants? Est-ce que ça se fait facilement hors contexte Covid? Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer un peu à quoi ressemble le campus et puis ce type de questions logistiques entre Paris et Nanterre, le RER? Oui, oui. Oui, alors on a un campus qui est assez grand, qui est très sympa en plus maintenant parce qu'il est. Alors, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais. Enfin, non, si j'y suis allée en juillet quand même. On a un campus qui est très grand, qui est très arboré, où il y a une résidence universitaire du Crous. Donc, on a des étudiants qui sont logés là. On a des étudiants qui sont logés dans Paris, sachant que Paris-Nanterre, donc c'est sur le RER A, c'est sur la branche du RER A qui fonctionne le mieux, donc celle qui va à Saint-Germain-en-Laye, où on a des trains toutes les 10 minutes. Pas en période de pointe, qui s'arrête toujours à Paris-Nanterre, donc c'est pas très compliqué. Il faut compter de centre de Paris, on a un quart d'heure de RER, par exemple. Et puis on est aussi donc relié à Paris par la ligne L du Transilien, donc qui arrive à Saint-Lazare. Et là, alors ça dépend en fonction des arrêts, mais c'est entre 20 minutes et une demi-heure. Ça dépend. Donc, rejoindre Paris-Nanterre, c'est très facile, donc hors contexte Covid, hors contexte grève aussi, mais globalement, ça arrive assez peu quand même. Et donc, au niveau des transports, c'est assez simple. On a quelques étudiants qui habitent dans le coin, souvent parce qu'ils
ils habitent chez leurs parents ou ils ont des parents qui habitent pas très loin. Après, on a des étudiants qui viennent d'un peu partout de régions parisiennes. Et qui habitent aussi à l'intérieur de Paris et la question des transports est pas problématique en fait pour Paris-Nanterre. Mais effectivement, c'est une bonne question parce qu'on peut avoir l'impression, mais c'est pas très loin en réalité, hein. Un quart d'heure de RER, c'est très vite fait. C'est un quart d'heure à partir de Châtelet, 10 minutes à partir d'Aubert. Si vous êtes du côté de Nation, Vincennes, il faut compter entre 20 et 25 minutes. C'est assez rapide et le RER fonctionne très bien. Donc voilà, mais effectivement, oui, c'est tout à fait possible d'habiter dans Paris, d'étudier à Nanterre, sans que ce soit, une course d'obstacles, pour vous rendre en cours, ça c'est sûr. Alors peut-être une dernière question. Est-ce que tu peux nous donner quelques débouchés? Alors peut-être un peu emblématiques, je dirais, pour chacun des parcours. Je crois que sur le site où tu l'avais évoqué, ou je ne sais plus si c'est toi qui l'avais évoqué, par exemple, après le parcours 4, il y a des élèves qui arrivent à intégrer le CELSA. Voilà, peut-être pour chacun des parcours, vous donner un ou deux exemples de débouchés de master. Donc on a donc le parcours 1, donc on a tout ce qui est master recherche. Souvent, on a des étudiants qui postulent dans tout ce qui est école de journalisme, donc l'IEP Sciences Po, l'école de journalisme de Lille, celle de Strasbourg aussi. Les différents concours d'IEP, ça pose pas de problème. Donc Aix-Marseille, Bordeaux, Poitiers, Lyon, etc. Donc ça, ils rentrent très facilement. Et puis souvent, ce qu'ils font, c'est les parcours. Ils vont dans les masters MEF, donc les masters de préparation à l'enseignement. Et puis souvent, ils continuent aussi en master recherche, lettres, histoire, philosophie, etc. pour continuer 2 ans. On a aussi donc les masters humanités classiques, humanité et management et humanité et industrie créative, qui sont des masters vraiment professionnels sur le monde de l'entreprise, qui sont a priori plutôt ouverts au parcours 4, mais qui prennent en fait des étudiants de tous les parcours, donc ça pose pas de problème. Donc le parcours 1, ils font plutôt du journalisme. Il y en a qui intègrent le CELSA, effectivement, aussi en parcours 1. Journalisme, recherche, métier du livre. Les étudiants et les étudiantes du parcours 2, donc humanité classique, art et patrimoine, souvent continuent sur l'Antiquité, soit en préparant des concours de l'enseignement, soit en continuant en master recherche, soit de lettres classiques, soit humanité classique, humanité créative, pour après passer l'agrégation, etc. Soit font beaucoup de la médiation culturelle, hein, ou partent en histoire de l'art. Alors soit des masters pro histoire de l'art appliquée, soit des masters recherche d'histoire de l'art. Souvent, c'est plutôt ça qui les intéresse. Donc souvent, ils restent dans l'Antiquité, mais on a des exemples d'étudiants qui font complètement autre chose. Donc voilà, c'est l'exemple que je donnais d'une étudiante qui a décidé de faire du journalisme et qui a passé les concours de l'IEP Sciences Po Paris et puis qui travaille maintenant à Europe 1. Les gens qui sont en parcours 3 continuent dans le milieu du cinéma, que ce soit pour du cinéma ou du théâtre, que ce soit pour la recherche ou que ce soit pour tout ce qui est master professionnel. Alors, on a mise en scène, scénario. On en a une qui a continué comme costumiste aussi. Donc Louis Lumière aussi, on est très contents. On a aussi des étudiants qui se présentent aux ENS d'ailleurs, si vous êtes intéressés par si vous voulez pas faire CPGE, mais que l'école normale supérieure de Lyon ou celle de Paris vous intéresse, vous pouvez aussi rentrer sur dossier après la L3 et on a des étudiants qui tous les ans y arrivent en parcours 1. On a quelques-uns qui sont rentrés en histoire et en philosophie. En parcours 2, souvent, ils rentrent en lettres classiques et ils réussissent très très bien, aussi bien que les gens qui sont passés par CPGE et par le concours. Et puis le parcours 4, celui-ci, donc souvent, ça fait des étudiants qui continuent dans des formations de gestion, management, ressources humaines, pour travailler dans les métiers de l'entreprise. Et puis l'autre grand débouché qu'ils choisissent en général, c'est tout ce qui est sciences politiques et relations internationales, que ce soit des formations de type gestion de structures humanitaires, gestion de projets en micro-entreprise, on a eu ça par exemple. Ou plus classiquement des masters de recherche. Ceux-là aussi passent beaucoup les concours de Sciences Po et puis les concours aussi des écoles de commerce, ce qui passe donc avec les concours passerelles. Il y en a en L2, mais il y en a surtout en L3. Et là, voilà, ils intègrent des grandes écoles de commerce aussi par ce biais-là, où ils réussissent sans souci. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir aussi si ils réussissent ou s'ils ont
comment dire, un désavantage par rapport aux autres à rattraper. Et en fait, ils y arrivent aussi bien, sinon mieux, que les autres. Si vous allez sur le site de la licence, on a des exemples concrets d'étudiants qui racontent ce qu'ils ont fait, leur expérience et puis ce qu'ils ont fait ensuite et comment ça s'est passé pour la suite. Donc là, je les ai pas, j'ai pas des exemples plus précis que ça à vous donner. Mais il y en a sur le site de l'humanité, sur le site de la licence humanité. Et puis voilà, si vous allez demander aux allumés, souvent les anciens restent en contact avec les allumés et les allumés sont capables aussi de vous mettre en contact avec quelqu'un qui a fait ceci, cela. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que nos étudiants aiment bien discuter aussi avec les lycéens et les lycéennes. Et donc voilà, vraiment contactez-les, il n'y a pas de problème. Et puis si vous avez un projet particulier et que vous vous posez la question, à la limite, le plus simple, c'est peut-être que vous m'envoyez à moi un mail et puis moi, je regarde dans notre annuaire des anciens étudiants pour vous dire oui, on a quelqu'un qui a fait ceci, ceci, ceci et cela. Voilà. Ou je vous dirais, là, on n'a personne, c'est pas nécessairement impossible, mais on n'a pas encore quelqu'un qui peut faire ça. Bien, merci beaucoup pour ta présentation, pour les détails et la réponse à toutes les questions. On te souhaite une très bonne soirée et puis on espère, À vous aussi. on espère vous recevoir prochainement à Lisbonne. Bonne soirée et merci beaucoup. Au revoir, merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.